C'est à WFM, il est 9h11, petite minute. Cette fois-ci, nous allons rejoindre Stéphane Antonin en compagnie de son invité. Stéphane Antonin, c'est à toi. Merci Yannick. En marge de nos entretiens politiques entrant dans la campagne pour les élections territoriales programmées, je le rappelle, tous les jeudis matins sur notre antenne à partir de 9h, il nous a paru intéressant de donner la parole à une jeune élue de Raouteil qui peut être à même d'incarner la relève avec un grand R et le renouveau avec un grand R de la classe politique à laquelle aspire une frange d'électeurs polynésiens. Bonjour Maïna Sage. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Commençons, si vous voulez bien, Maïna Sage, par faire un petit bilan de la mandature qui s'achève à l'Assemblée de la Polynésie française. Ma première question est simple. Avez-vous le sentiment avec vos collègues d'avoir bien travaillé ? Ben écoutez, Stéphane, c'est vrai que 5 ans, c'est long. Il y a eu beaucoup d'épisodes difficiles. Franchement, je pense que les 3 élus de Raouteil n'ont pas démérité. Je sais que nous avons été proactifs dans cette assemblée sur l'ensemble des dossiers. Pour faire court, disons qu'on s'est spécialisé chacun dans des domaines particuliers. C'est vrai que Jean-Christophe gère plus les domaines liés aux finances, à la fiscalité, bien sûr aussi au domaine économique. Emma a beaucoup œuvré dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, pour travailler tous les textes qui passaient, les comptes financiers de nos établissements publics. Elle a été beaucoup présente, bien sûr, elle nous a représenté, elle a représenté l'Assemblée au sein des conseils d'administration, de l'hôpital, parfois de la CPS pour certains régimes. Voilà, moi-même, pour tous les dossiers aussi liés aux affaires économiques, à l'éducation, jeunesse et sport, culture. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas démérité du tout. Bien entendu, je rappelle quand même qu'on a fait plus de 3 ans d'opposition. Donc bien sûr, il y a toujours une frustration. Et puis moi, je suis de nature un peu insatisfaite. On peut toujours faire mieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'impression d'être entendu, d'être écouté, d'être suivi. On l'est forcément moins dans l'opposition. Hein, c'est le jeu même de ce qui se passe ailleurs aussi. Mais je pense que nous avons été une opposition constructive. Nous n'avons pas contré des dossiers juste pour contrer. Il y a eu beaucoup de dossiers que nous avons soutenus aussi, que nous avons améliorés par voie d'amendement. Voilà, maintenant c'est vrai aussi que nous sommes nous-mêmes porteurs de projets qui n'ont pas été forcément étudiés par les commissions, donc bien sûr toujours quand même un peu de frustration et d'insatisfaction pour se dire que bien entendu on peut encore faire mieux. Quels sont les dossiers ou textes réglementaires qui vous ont le plus marqué, ceux que vous avez défendus ou alors combattus ? Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en fin de mandature, on fait toujours un bilan, je pense, de chacun de son travail. Moi, il y a des dossiers clés. Je suis vraiment fière d'avoir pu participer, qui sont liés notamment au domaine de l'environnement, parce qu'il y a eu beaucoup de textes. On en a peut-être moins parlé, mais il y a eu beaucoup de textes qui sont passés en 5 ans, toute majorité confondue, sur la protection de nos espèces, sur le renforcement de la réglementation. Nous avons pu aussi ajouter des choses plus précises pour rendre accessibles également des produits écologiques, plus accessibles à la population. Je pense notamment à la rentrée des lampes basse consommation dans les PPN. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine. Il y a bien entendu tout le travail qui a été fait pour mettre en place des outils incitatifs à l'acquisition de matériel photovoltaïque. Ça a été tout un passage important, je pense, dans la réforme de notre vision, de notre développement qui doit être plus en faveur du développement durable. Donc ça, je garde de ça, on va dire en gros des bons souvenirs et puis vraiment une grande satisfaction d'avoir pu faire avancer ces choses comme la prime à la casse où on avait mis un bonus-malus pour des voitures plus propres. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Sur les dossiers économiques, nous avons été confrontés quand même à une crise internationale qui a impacté nos comptes. La France aussi a subi une récession qui a forcément aussi impacté la Polynésie et c'est vrai que ces relations étaient aggravées par cette instabilité, mais il y a eu des gros dossiers comme la réforme de la dotation globale de l'État qui s'est transformée donc en DGA. Il y a des gros dossiers, je dirais, de partenariat qui sont liés aussi
au financement des communes comme le FIP, la mise en place, la transformation de la CEP en SMO. Bref, il y a beaucoup de dossiers tendus également autour des financements des communes qui ont été très difficiles à mener. Bien entendu, après, il y a aussi tout le volet fiscal, toutes les réformes fiscales qu'il faut mettre en œuvre et qu'on n'arrive pas forcément à mettre en œuvre. Les sessions budgétaires m'ont beaucoup marqué. Ce sont des sessions difficiles, mais ce sont des sessions passionnantes parce qu'une fois par an, nous avons une vision globale en un mois de l'ensemble du budget du pays dans tous ces secteurs. Même si on a l'impression un petit peu que le budget, finalement, il est expédié comme il est à la poste, non ? Il est malheureusement trop vite expédié. Et d'ailleurs, dans la réforme qu'il y avait eu en 2008, on avait instauré un débat d'orientation budgétaire. Je dirais que c'est peut-être une de mes plus grandes déceptions, c'est que je pense que les élus, en tout cas la représentation politique doit comprendre qu'il faut aller au fond des choses, il faut savoir débattre et ne pas bâcler ce moment parce qu'on voit les conséquences les années qui suivent. Il me semble qu'il faut organiser une réforme pour que véritablement dès le mois de septembre, à l'ouverture de la session budgétaire, il puisse y avoir un débat de fond sur les grands domaines, c'est-à-dire que nous puissions avoir un débat sur toute la réforme sociale qu'il faut mener, notamment notre PSG qu'il faut sauver, assurer le financement de l'hôpital, garantir une santé de proximité, etc. Il y a bien entendu tout le volet social dont on ne parle pas assez. Je pense que c'est le moment idéal pour que derrière on puisse caler une loi d'orientation comme le fait la France. Ils ont vraiment une loi spécifique qui traite du domaine social et qu'ensuite nous puissions débattre sur le fond de chaque filière qui peuvent être des filières motrices quelque part pour le pays pour assurer ses ressources propres. C'est ce débat qui ne se fait pas, à mon sens, dans des bonnes conditions. On le prend par le petit bout de la lorgnette, par 2-3 projets, sans aller au fond des choses. Et c'est un peu dommage, mais bon, on sent qu'il y a une progression. La discussion s'ouvre parfois difficilement, mais elle s'améliore. En un mot, sur l'environnement, sujet qui vous est cher, Jackie Briand a-t-il été un bon ministre ? Alors moi, je ne me permettrai pas de juger monsieur le tel ministre ou tel autre ministre. Je pense que c'est un homme qui défend son domaine, c'est clair, il a des idées. Il est convaincu. C'est un convaincu, c'est un écologiste convaincu, bien entendu. Maintenant, sur la forme, c'est vrai que nous avons souvent été confrontés, pour ma part, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, une certaine fermeture d'esprit que je regrette. Après, chacun tirera ses bilans. C'est à la population et aux gens, surtout aux professionnels concernés, de juger. La présidence de Jacky Drolet, maintenant, comment la qualifiez-vous ? On a souvent parlé de lui comme d'un personnage autoritaire et qui ne laisse pas trop parler l'opposition. Vous adhérez ou pas ? Jacky Drolet est un président assez sévère, oui, assez sévère, qui a voulu remettre en marche et cadrer beaucoup plus l'Assemblée, mais je dirais que c'est allé à l'extrême dans beaucoup de domaines. Ces tournées dites citoyennes dans les établissements scolaires ont été également vivement critiquées ces derniers jours. Vous avez un commentaire là-dessus ? Est-ce qu'on peut en effet faire de la politique à l'école ? Pour ma part, j'estime qu'il faut un programme d'éco-citoyenneté, de citoyenneté et d'éco-citoyenneté. C'est important de sensibiliser la jeunesse à la vie en société, au fonctionnement de ces institutions. Il faut les intéresser à leur histoire. Donc, l'idée en elle-même des journées citoyennes, c'est une idée tout à fait noble. Ce que je regrette, par contre, effectivement, je pense très sincèrement qu'il aurait été plus sage en cette période électorale qu'il exerce une certaine réserve par rapport à sa présence, oui, qui a pu choquer certains, qui me choque un peu, oui. J'aurais préféré avoir un président un peu plus en réserve sur ses tournées où il est intervenu lui directement, en sachant qu'en plus, à mon sens, pour traiter de cette thématique, il faut savoir le faire avec tout le monde. Voilà, donc je regrette aussi que tout le programme ait été concocté que par une majorité quelque part, ce qui est dommage.
D'une façon générale, donc ce mandat s'achève, c'est votre premier mandat à l'Assemblée. Quel enseignement tirez-vous de votre passage au sein de la 3e institution? Est-ce que vous en avez retiré des choses? Forcément, on sort forcément de cette expérience grandie, forcément. On gagne en connaissance très clairement sur un grand nombre de domaines d'activité. Moi, c'est ce qui m'a passionné à l'Assemblée. C'est de pouvoir travailler le matin sur l'économie, l'après-midi sur l'éducation, finir sur la culture. Voilà, c'est cette pluralité des dossiers, des domaines d'activité qui est vraiment très très intéressant. Je dirais que c'est une bonne école quelque part. Nous apportons nos compétences, notre bon sens, notre vision des choses. On vient là construire le pays. Donc il y a une grande satisfaction à pouvoir apporter sa petite pierre à cet édifice dans tous les dossiers. Nous avons aussi l'opportunité, en dehors de nos commissions, des commissions dans lesquelles on siège, de pouvoir assister aux autres commissions. Nous sommes souvent, quasiment la plupart du temps, interpellés, voire invités à toutes les conférences où il y a des experts du monde entier qui viennent en Polynésie quand même. Et ça a été un vrai enrichissement, je pense, pour moi. Donc j'en tire, en tout cas pour l'aspect positif, je pense que c'est extrêmement, extrêmement formateur. On sort de là renforcé dans nos compétences, dans nos expériences. Maintenant, bien entendu, il y a aussi le pendant qui est moins plaisant et tout le monde l'a vu et qui fait aussi qu'on ne sort pas indemne de ces 5 années-là. Dans le prolongement, quel conseil donneriez-vous à un représentant fraîchement élu le 5 mai au soir? Alors, quelles sont les qualités requises pour occuper de telles fonctions? Je ne me permettrai pas de dire voilà quelles sont les qualités requises, mais de ce que j'en tire, c'est que il faut, bien entendu, faut être travailleur, parce que contrairement à ce que les gens pensent, il y a énormément de travail. Je ne conçois pas, pour ma part, le travail d'un élu comme un travail à mi-temps. C'est un travail, véritablement un travail à plein temps, qui demande du temps, qui demande de l'énergie. Je pense que les qualités, en tout cas nécessaires, en tout cas celles que j'ai apprises, c'est aussi c'est celle de l'écoute, beaucoup. Parce que à la base, quel est notre métier? Notre responsabilité est de vérifier, en tant que représentant de la population, que les propositions qui sont faites par le gouvernement correspondent bien aux besoins. Donc nous sommes là pour faire attention et garantir quelque part qu'il y a une application positive et efficace des projets de texte qui nous sont proposés. Cela demande de l'ouverture d'esprit, cela demande de ne pas tout prendre comptant, de toujours faire la part entre ce qui est proposé et peut-être une certaine réalité, et faire en sorte, justement par des propositions d'amendement, d'améliorer ces textes, de faire en sorte que nous puissions converger, d'assurer une forme un peu de dialogue social aussi en bout de course. Voilà, donc de l'écoute, de la patience, parce que c'est cette ouverture d'esprit. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec d'autres représentants qui ont d'autres visions. Il faut savoir accepter les idées des autres aussi. Ça demande bien sûr de l'humilité, de l'écoute, de la patience et de la passion aussi pour tout ce travail. Que répondez-vous à ceux alors qui prétendent que l'Assemblée ne sert pas à grand-chose et qu'elle coûte horriblement cher à la collectivité polynésienne? Alors je précise, l'Assemblée c'est à peu près 2,5 milliards par an en fonctionnement entre les rémunérations des représentants, le personnel permanent. Ça fait quand même beaucoup, 2,5 milliards. Moi je vais dire que je suis à moitié d'accord avec ce qui se dit. Voilà, donc je pense qu'on pourrait diviser l'Assemblée par 2. En nombre d'élus. Je pense que l'on pourrait optimiser le travail qui est effectué. Il y a des moyens encore de faire des coupes budgétaires à l'intérieur, donc on pourrait faire des économies. Mais je pense surtout que ce qui amène les gens à penser ça, c'est que malheureusement, une partie des élus ne font pas leur travail. Et vous savez, je suis intervenue plusieurs fois sur ce sujet. Je vous demande de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce qu'il y en a qui font leur travail, qui sont là, qui sont présents, qui sont actifs,
qui assistent à leurs commissions législatives, qui assistent à leurs commissions extérieures, qui interviennent dans le débat, qui viennent amender. Il y a des personnes qui sont là. Mais malheureusement, on ne pénalise peut-être pas assez ceux qui ne sont pas là. Voilà, donc on a renforcé un peu les textes, mais c'est peut-être pas suffisant. Moi, je préférais presque un système un peu comme au CESC, où il y a un minimum de salaire, parce que tout travail mérite salaire, je l'ai toujours dit, mais un minimum beaucoup plus bas, et ensuite rémunérer les gens aussi à leur présence. Donc si je vous ai bien compris, donc il y a encore des économies à faire et c'est dans l'air du temps. Voilà. Une nouvelle baisse des indemnités Oui. se profile, ça ne vous dérange pas? Non. Disons que c'est pas un petit peu de la démagogie tout ça finalement? Chacun pourra le voir à sa manière. Bon, moi personnellement, j'estime qu'en cette période de crise où ça ne va pas être facile non plus demain, où on va devoir tous faire des efforts. Quand on demande des efforts aux autres, il faut savoir montrer l'exemple. Et à ce titre-là, je soutiens la baisse de régime des institutions, dont les indemnités des élus. Oui. Arrêtons-nous maintenant un instant, si vous voulez bien, Vanessa, sur les territoriales donc, qui approchent à grands pas. Vous avez participé samedi matin à la démonstration de force du Tauera. Franchement, vous attendiez autant de monde à Tarahoy? Ah, je l'espérais. J'étais très confiante au vu de tout ce qui se faisait dans la semaine, tout le travail. Cela n'est pas le fruit du hasard. Il y a une vraie organisation. C'est vrai que notre partenaire principal, le Tauera, qui est un peu le porte-avions de notre équipe, a une organisation remarquable, et d'ailleurs on peut vraiment féliciter aussi tous les militants qui étaient là et tous ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de cet événement. Donc oui, je pressentais vraiment qu'on allait faire au moins 8000. Donc c'est que du bonheur, on va dire. On sait qu'on a dépassé les 10 000, on est à 11 000, voire même plus, c'est ce que j'entendais hier soir. C'est un gros succès. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je pense que ce que nous sommes en train de faire redonne enfin un espoir crédible pour demain. Et les gens avaient envie de venir le dire aussi. Même si certains l'ont laissé entendre, cela ne signifie pas grand-chose. C'est un signe, mais en fait, la véritable mobilisation, c'est lors du premier tour, le 21 avril. Bien sûr. Bon, les autres pourront toujours dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne ferai pas de commentaires sur les marches ou l'absence de marche des autres. Tout le monde sait très bien qu'effectivement, le Tauera est une grosse machine qui sait mobiliser. Mais la critique facile de dire oui, vous en avez fait d'autres, en tout cas le Tauera en a fait d'autres, mais le résultat n'était pas là. Je dirais que aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans le même état d'esprit. Nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Pour arriver à mobiliser de cette manière, c'est qu'il y a vraiment un élan et il y a vraiment enfin un espoir qui renaît. Le parti Raoutei, donc, auquel vous appartenez, a donc apporté son soutien officiel au mouvement Orange. Alors, cette décision a-t-elle été bien comprise et acceptée par votre base? Alors, je te remercie de me poser cette question parce que je crois qu'il est important de rappeler quelque chose. Vous savez, en 2012, donc il y a un an, en mars 2012, c'était en mars 2012, il y a un an, nous avions, à la veille des législatives, organisé un conseil politique. Lors de ce conseil politique, le président de Raoutei avait déjà exposé notre souhait au sein du bureau exécutif de favoriser, de tout faire pour que aux prochaines territoriales qui vont arriver dans un mois, nous puissions vraiment tous nous réunir. Et ça a fait l'objet d'un débat en interne du conseil politique. La question était de savoir, est-ce qu'on le fait pour certains, dans un regroupement, puisqu'à l'époque nous étions quand même un petit groupe aussi à l'Assemblée, un regroupement élargi. Nous étions déjà sur ces discussions. Et le conseil politique avait tranché en mars 2012 pour dire non, il faut réunir tout le monde, Tauera inclus. Il faut tout faire pour qu'on arrive à se retrouver après les législatives. Et effectivement,
de fait, lors du premier tour des législatives, nous avions déjà décidé lors aussi de ce conseil politique que nous soutiendrons l'autonomiste en tête au deuxième tour, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, ça avait été déjà tranché. Il s'avère qu'au deuxième tour des législatives, c'était le Tahoeira qui était en tête. Donc c'est pour ça qu'entre les deux tours, Rautey n'a pas perdu de temps. Dès le lendemain ou dès le soir même, je pense, nous l'avions dit, parce que nous l'avions acté avant. Ce que je veux te dire, c'est que... votre réflexion, en fait, n'est pas opportuniste. Mais oui, parce que ça m'agace un peu quand j'entends certains de nos adversaires politiques dire, voyez, ils sont là, ils se sont raccrochés au Tahoeira que pour des places, etc. C'est incroyable, parce qu'eux-mêmes le savent. Ils savent que ça fait plus d'1 an que nous sommes dans cette disposition d'esprit, que nous avions accepté de tout faire pour cette union. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre. Et Jean-Christophe Bouissou a été l'artisan pour Rautey de cette nouvelle formation. Dès le mois de juillet, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons ouvert les discussions, nous avons tout fait pour que... Et je peux vous dire qu'il les a tous rencontrés, tous, du premier au dernier, jusqu'au petit dernier qui venait de se présenter aux législatives. Je te rappelle qu'avec 45 candidats quand même, hein. Et la plupart d'entre eux étaient autonomistes. Je peux te garantir qu'ils ont tous été rencontrés, invités, dès le mois de juillet à des discussions pour faire en sorte que le camp autonomiste se retrouve. Comme je te le dis, Tahoeira inclus, bien entendu, et ça a été conforté par leurs résultats aux législatives. Donc non, je te dirais simplement que Rautey était déjà préparé à ce travail de partenariat. Ce n'est que le résultat de près d'1 an de travail. Lors du dépôt officiel donc de la liste du Tahoeira à la DRCL, alors vous avez eu une bonne surprise, donc c'est d'apprendre qu'en fait vous êtes remonté de la 11e à la 9e place, donc dans la section donc regroupant les communes de Faha et Punaouia. Alors il y a donc maintenant donc une possibilité pour que vous repreniez du service au lendemain du 5 mai? Ben écoutez, effectivement, donc je voudrais l'expliquer brièvement, qu'on n'aille pas tirer encore des plans sur la comète, parce que apparemment hier soir on me classait un peu dans les déçus, les fâchés. Je peux vous garantir que c'est pas du tout le cas. Je vous l'avais déjà dit samedi, je l'ai dit à tous ceux qui étaient là, il n'y avait aucun souci. Mon but était vraiment de venir soutenir cette liste, de montrer que nous étions tous unis, puisque mon objectif n'était pas de remonter à l'Assemblée du tout. J'avais accepté avec grand plaisir de pouvoir venir soutenir la section de Faha Punaouia à la 11e place sans problème. En fait, il s'avère simplement que la femme qui est avant moi, qui était avant moi à la 9e place, avait un problème d'incompatibilité lié à sa fonction. Donc voilà, la tête de liste de notre équipe a jugé bon de remonter en quelque sorte tout le monde. Donc c'est pour ça que je me retrouve désormais 9e. C'est vrai que ça change un peu la donne et que effectivement à cette place-là, il est possible que je retourne à l'Assemblée. Écoutez, si bien entendu le Tahoeira l'emporte. Avant d'y être, voilà, je pense que nous sommes pas là encore. Nous sommes, vous savez, nous ne partons pas. Nous avons confiance dans le sens où nous savons que nous sommes en bonne position, que nous répondons aussi à une attente, à un besoin, mais le travail n'est pas terminé, loin de là. Nous rentrons en campagne et nous ferons tout. Nous ne sous-estimons pas nos adversaires. Il faudra se battre jusqu'au bout. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas si je vais être élu ou pas. Ce qui m'importe, c'est que on arrive enfin à sortir de ce tunnel et à remettre en place une équipe compétente, une équipe opérationnelle. C'est pour ça que nous avons fait ce choix, je voulais le rappeler. Une équipe opérationnelle et surtout, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent être compétents ou opérationnels, mais celle-là, la différence de celle-ci, c'est qu'il y a un pilier fort. Voilà. Qui, à mon sens, est la meilleure équipe pour garantir une stabilité. C'est pour moi l'enjeu fondamental des 5 prochaines années. On ne peut pas exercer avec une flopée de décideurs qui pèsent tous plus ou moins la même chose et qui malheureusement
pourraient dans le temps ne pas rester ensemble. Et c'est vraiment le sens même de mon engagement avec le Tahoeira Atira pour ma part. C'est ça, c'est la compétence, l'opérationnalité et la stabilité, à mon sens, qui sera garantie avec cette équipe. Dans cette même section, donc de Fa'a Punauia, le Tahoeira aura fort à faire face au tandem Rofric-Tumahai. Alors vous êtes confiante ? Mais comme je te dis, en plus c'est vrai, nous avons en tout cas un bon challenger côté autonomiste qui est l'équipe effectivement de Teva Rofric, et il est tête de liste de cette section, donc on sent bien quand même que voilà, la campagne va être difficile. Malgré les menaces qui pèsent là sur sa domiciliation. Mais vraiment, je suis confiante sans excès, hein, voilà. Je vais maintenant vous interroger sur la phrase du jour, donc en fait qui est celle de Teva Rofric, donc dans un article qui est paru le 22 mars dernier dans le journal Le Monde, il a déclaré « Si je suis au second tour, par exemple dans le cadre d'une triangulaire, je ne le laisserai jamais redevenir président ». Alors, bien entendu, il fait allusion à Gaston Floss. On a l'impression quand même qu'entre les autonomistes, là, ça se corse. C'est une impression ou pas ? Écoutez, moi je lis ces déclarations et effectivement je suis un peu stupéfaite. Je suis un peu stupéfaite maintenant. C'est quelqu'un qui, depuis l'entrée, depuis ces dernières semaines, a beaucoup de jugements de valeur sur pas mal de monde. Je l'invite à s'auto-analyser là, parce que de dire qu'il sera capable quelque part, puisque quand même les pronostics, c'est que quand même, c'est vrai, les gros poids lourds, hein, l'équipe que nous avons là, avec le Tahoeira et celle de l'UPLD sont quand même, je dirais, celles qui devraient passer le deuxième tour, bien entendu. Donc de dire que s'il y a une triangulaire, si leur équipe arrive à passer au deuxième tour et qu'il a la possibilité de négocier, il ferait alliance pour ne pas laisser passer Gaston Floss, je trouve ça grave. Je trouve ça grave. Maintenant, il s'en expliquera très certainement. Mais quand j'entends cela, ça me conforte dans mon choix. Et c'est-à-dire que donc il est prêt à voir le président Temaru revenir au pouvoir? Écoutez, moi en tout cas, je pense que les journalistes vont certainement lui poser la question, mais c'est comme ça que je le lis. Quelle est votre approche des électeurs donc, dans le cadre de cette campagne? Je crois que vous organisez un dîner-débat ce soir à Fa'a, alors sur le thème du développement économique. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors, quelle est notre approche sur le terrain? Pour nous, l'approche, elle est d'abord dans la rencontre avec les gens. Hein. Elle est dans la rencontre dans les quartiers, par téléphone beaucoup, mais aussi en contact direct, en organisant des petites réunions avec eux, en les rencontrant, en faisant du porte-à-porte, en organisant des réunions de quartier, en les rencontrant aussi, bien entendu, dans des moments off, je dirais. Mais il y a aussi des moments qu'on organise où on cible un thème, comme ça va être le cas ce soir, en faveur là, des chefs d'entreprise. On sait que ce sont des personnes très occupées, qu'on ne peut pas aller déranger comme ça à leur bureau, et que quand ils ont un peu de temps libre, pour le peu de temps libre qu'ils ont, ils n'ont pas forcément envie de nous recevoir chez eux, dans leur maison. Donc c'est pour ça que nous organisons aussi des points de rendez-vous un peu différents par thématique, pour regrouper aussi des personnes attachées à un domaine. Ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur le social, ça peut être sur la santé. Ce soir, ce sera le développement économique, dont nous avons ciblé, il y aura 80% quasiment de chefs d'entreprise qui seront présents. Vous dire simplement qu'il y aura l'équipe qui a travaillé sur le programme qui sera présente ce soir, si je peux me permettre, au restaurant Océan à 19h. C'est vrai que nous avons ciblé, donc je voudrais m'excuser peut-être pour ceux, parce que là on arrive vraiment, on est full pour ce soir, quasiment. Mais pour expliquer quand même que nous avons ciblé les chefs d'entreprise là de notre section, Fa'a essentiellement, et un peu Punavia. Le but, c'est quoi? C'est d'aller vraiment dans le détail de la présentation
de l'essentiel finalement. C'est ça que les gens veulent savoir. C'est le tout n'est pas de gagner, c'est comment demain vous redresserez le pays, vous redonnerez confiance aux investisseurs, vous relancerez l'emploi, vous relancerez la commande publique. Comment demain réinstaller un bon climat, je dirais, apaisé entre tous pour garantir à nos enfants un meilleur avenir. Donc le programme du Tauera sera exposé dans ces grandes lignes ? Oui, sur la partie essentiellement du développement économique. Nous allons nous concentrer sur cette partie parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. On refera peut-être d'autres réunions de ce type sur d'autres thématiques, mais là on va se concentrer sur les outils qui seront proposés à travers ce programme pour créer, en fait, redonner de la croissance. Toujours sur ce chapitre économique, quel est selon vous le principal défi à relever ? Le défi, pour moi, sans rentrer dans le détail d'une filière, mais pour moi, le principal défi est d'arriver à trouver la meilleure équation entre optimisation des dépenses, réduction, si vous voulez, de la charge du public et relever complètement, redonner de la croissance au pays. Donc il faut trouver le meilleur équilibre pour à la fois réduire les dépenses publiques sans couper les vannes de celles qui alimentent le privé par la commande publique. Voilà. Et tout l'enjeu, à mon sens, il est là. Mais j'ai confiance dans ce que nous allons mettre en place. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais je laisse la primeur à l'équipe qui va le faire ce soir. Vous savez que la campagne va s'ouvrir officiellement début avril. Voilà, début avril. Donc toute la population aura l'occasion là de rentrer dans le détail du programme. Mais je pense que honnêtement, on sent là l'expérience. On sent qu'il y a une équipe compétente, puisque vous verrez que c'est à la fois un programme réaliste qui prend en compte les difficultés du pays, mais qui est vraiment ambitieux pour demain. Qui est vraiment ambitieux pour trouver des solutions innovantes, percutantes, pour relancer et nous remettre sur le chemin de la croissance. Pourtant, Maïna Sage, chacun sait que les finances du pays sont exsangues. Alors, face à une telle situation budgétaire, les marges de manœuvre sont étroites, n'est-ce pas ? Disons qu'elles sont étroites lorsqu'on regarde le budget dans l'état actuel. Et c'est là que je vous dis qu'on fait preuve d'innovation dans le cadre du fonctionnement du pays que l'on souhaite pour demain, avec des systèmes de financement différents, innovants, sans trop pressuriser justement les administrés. C'est ça qui est important. Il faut que tout le monde sente qu'il y a d'abord des réformes qui vont se mettre en place qui seront équitables, mais qui laissent à tout le monde aussi un ballon d'oxygène pour leur permettre de se relancer. Si bien entendu, et encore une fois, si le Tauera l'emporte dans cette élection, le président Gaston Floss a déjà annoncé un gouvernement resserré autour de 8 ministres. C'est tenable ? Avec Gaston Floss, oui. C'est vrai que vous avez déjà occupé donc une charge ministérielle. Pourtant, avant, c'était quoi ? 11, 12 ministres. Déjà, vous étiez bien charrette. C'est un sacré défi. C'est un sacré défi. Mais écoutez, je pense que personne n'a son expérience à ce niveau-là. C'est pas le genre de personne qui va lancer des défis sans en mesurer aussi les moyens. Donc je pense qu'il va certainement, il l'a fait, il est en train de mettre en place cette équipe, celle qui saura relever ce défi-là. Vous savez, c'est comme une entreprise, c'est comme un bateau, c'est comme tout. Et c'est le problème qu'on a depuis 5 ans. C'est que, vous savez, pour que ça marche, il faut d'abord un leader. Il faut un bon manager. Il faut quelqu'un qui ait cette expérience, qui ait l'écoute, mais en même temps qui sait prendre des décisions. Autoritaire ? Et non, qui sait prendre des décisions. Je viens de le dire. C'est pas d'être autoritaire, c'est de savoir être un bon chef, un bon leader. Et il me semble aujourd'hui qu'il réunit ces qualités. Je pense qu'on aura tous tiré aussi une leçon de tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est vrai que si nous avons su tirer des leçons, je suis persuadée que lui aussi, je pense qu'il s'inscrit vraiment dans cette envie de de réussir ce pari pour le pays.
parce que son souhait, comme il l'a exprimé d'ailleurs samedi, et c'est le souhait de cette équipe, c'est le souhait des partenaires, c'est le souhait de son équipe à lui, de toutes les personnes qui viennent et qui œuvrent, c'est d'arriver à remettre complètement en marche ce pays qui est complètement démantelé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de leader. Surtout sans improvisation. En fait, le fait d'annoncer donc un gouvernement à un mois des territoriales, c'est déjà un signe fort comme quoi il n'y aura pas sujet à discussion. Pardon, excuse-moi. Le fait d'avoir annoncé... Le fait que Gaston Flosse donc annonce un gouvernement déjà pratiquement constitué à un mois des élections, ça ne prêtera donc à aucun sujet de discussion. Et ce gouvernement sera opérationnel tout de suite ? Non, en tout cas, je peux vous dire que du côté des partenaires, pour être très clair avec vous sur ce plan-là, nous ne sommes pas dans une configuration « Ah voilà, nous on a un partenaire, on veut un ministère », pas du tout. Rautey n'a jamais agi de cette sorte et on ne le fera pas là. Ce que l'on souhaite, c'est qu'on ait un leader qui puisse mettre en place son équipe, celle qu'il estime être la plus compétente, avec laquelle il, effectivement, a commencé aussi à travailler. Effectivement, c'est une équipe qui se dessine, qui est en train de se peaufiner. Donc, vous voyez, c'est pas qu'on est fermé à la discussion de l'autre côté, c'est pas ça. C'est que les choses sont déjà en place quelque part. Et donc, ça coule de source. Et bien au contraire, je trouve ça rassurant. Plutôt que ça fasse l'objet, comme j'ai vu dans le passé, de surprises ou parce qu'il y a des marchandages par derrière. Il y a des, voilà. Moi, c'est de ça dont je ne veux plus demain. Donc Rautey ne sera pas au gouvernement. Ah, je n'en sais rien. Ce sera à lui de décider. Pour moi, vous savez, quand on est au gouvernement, on n'est plus un représentant d'un parti. Pour en avoir fait partie, je pense qu'il y a une solidarité gouvernementale qui s'exerce. C'est pas on a un ministre ou quoi, non, c'est pas ça. On est là en œuvre pour notre pays. C'est très différent de l'Assemblée. Il y a un échange, c'est au sein du Conseil, et il faut que le gouvernement qui sera là soit uni, donc avec ou sans des personnes de Rautey. Ce n'est pas ce qui m'importe. Moi, ce que je souhaite, c'est la meilleure équipe pour les Polynésiens, pour demain, pour relever tous les challenges dans tous les domaines qui sont laissés à l'abandon aujourd'hui. Avant de clore notre entretien, Maïnassa, je vais vous demander de répondre pour ou contre un certain nombre de sujets d'actualité. Alors, à commencer par la dépénalisation du cannabis, comme le réclame aujourd'hui l'association Tahiti Herbe Culture. Vous en pensez quoi ? Oh, j'en pense quoi ? Je dis simplement que pour moi, c'est loin d'être une priorité aujourd'hui quand je vois l'état de notre pays, quand je vois l'état de notre jeunesse. Se lancer dans ce genre de projet un peu hasardeux, pour moi, c'est dangereux. Maintenant, j'estime, au vu de ce qui se passe dans le monde, qu'il faut à un moment donné en débattre. Si ça peut aider aussi des personnes à s'exprimer sur ce problème, parce qu'à la base, ça reste un problème. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne bien que voilà, ça reste une drogue. Après, certains peuvent la considérer comme plus ou moins dangereuse. Ça, c'est chacun qui apprécie. Je dis simplement que pour moi, c'est pas une priorité et que dans la situation actuelle du pays, ça peut être même dangereux. De la culture du PACA à l'aquaculture, donc le joint venture avec les investisseurs chinois, ça vous inspire ? En tout cas, celle qui nous est proposée, là, cette joint venture, comme elle est proposée aujourd'hui, c'est pas que ça m'inspire, c'est que ça m'inquiète. Donc vous n'êtes pas rassuré par les explications qui ont été données ? Non, du tout. On n'a pas le fond de dossier. Quand je vois qu'il y a un bail de 99 ans, on a une incertitude sur la source d'emploi. On a une incertitude sur les lieux, sur les zones d'exclusivité qui y seront données. Oui, non, franchement, c'est un dossier branlant qui est dangereux. Il faudra l'examiner avec prudence, en sachant bien entendu que, enfin, pour ma part, je ne suis pas fermé à des investissements étrangers. Évidemment, si ça peut être source de relance économique, de création d'emplois, pourquoi pas ? Mais en tout cas, pas de cette manière-là. Donc en fait, cette terre n'est pas à vendre, comme le dit Mais le problème, Stéphane, c'est que nous n'avons pas le fond de dossier. Donc cela crée d'énormes inquiétudes, chez tout le monde d'ailleurs. Pourquoi, à votre avis, on cache des choses ? Je n'en sais rien. La reprise de l'exploitation des phosphates à Makatea, pour ou contre ? Alors là, c'est mon âme d'écolo qui va vous répondre très franchement contre. Pourquoi ?
Vous savez, le mot Makatea, l'île de Makatea, a donné son nom à une formation géologique qui s'appelle désormais des Makatea. Il y en a 3 dans le monde. Il y en a 3. Ce que je veux dire, je ne dis pas non au développement de Makatea. Je comprends la population qui est pour, qui a envie d'avoir un peu de développement économique. Je pense qu'on peut le faire autrement qu'en saccageant cette île par une nouvelle, je dirais, exploitation de phosphate. Malgré les assurances là, données par les investisseurs australiens. Le problème pour moi, il n'est pas là. Alors évidemment, c'est toujours pareil, il faut qu'on regarde le dossier. On nous dit qu'après, il y aura réhabilitation de l'ensemble du site. Bon, pourquoi pas. Je dis simplement que Makatea doit faire partie d'un plan de développement stratégique, notamment en termes de tourisme et de valorisation de nos ressources naturelles. Lorsqu'on sait que nous sommes détenteurs en Polynésie française d'une des seules formations géologiques au monde dont le nom a été pris ici en Polynésie, il n'y en a que 3 dans le monde et ça s'appelle partout des Makatea. Vous ne croyez pas qu'il y a un gros potentiel touristique? Voilà, pour valoriser cela, pour en faire une réserve, pour vraiment le mettre en avant. Moi, c'est ça, moi, dont je rêve pour Makatea. Maintenant, il faut toujours faire les choses avec aussi, avant tout, avec les propriétaires. Donc, je ne me permettrai pas. Je pense que ce qui est important, c'est que nous puissions leur offrir peut-être d'autres pistes pour qu'ils puissent faire leur choix et ne pas se sentir obligés finalement de choisir cela parce que c'est le seul projet qu'on leur propose. L'instauration d'un impôt sur le revenu, on sait que le Tauera y est farouchement contre. Alors est-ce que vous pensez que ce projet verra le jour si la majorité change en faveur du Tauera? Vous savez, c'est quoi l'impôt sur le revenu? J'estime, moi, ici, que nous avons déjà partiellement un impôt sur le revenu, ça s'appelle la CST. Voilà. Pourquoi le Tauera aussi est contre? C'est vrai qu'à l'époque, de ce que je me rappelle des débats, c'est que la mise en place d'une administration pour gérer les dépôts, les déclarations, nous coûterait presque aussi cher que ce que nous rapporterait l'impôt sur le revenu. Pas aussi cher, mais il me semble que ça représentait quand même un montant assez important. Ce qui me semble fondamental de défendre, si on touche à une réforme fiscale, c'est de défendre une équité. C'est ça que les gens veulent. Les gens sont prêts à participer à condition que tout le monde participe. Voilà, donc il faut savoir identifier l'ensemble des revenus. Il faut, à mon sens, en priorité, faire plus de contrôle et quelque part ramener les tricheurs dans le pot commun, dans l'assiette de calcul, pour que ceux qui ont des revenus fassent comme tout le monde, cotisent. Et ensuite que l'on voit l'ensemble des ressources pour peut-être élargir cette CST ou le rééquilibrer d'une certaine manière. Donc, pour ma part, je suis d'accord à un impôt équitable pour tous. Maintenant, type impôt sur le revenu qu'on prélèverait en fin d'année avec des déclarations à n'en plus finir, avec une administration qui est déjà pléthorique. Pour qu'aller nous créer des frais supplémentaires, je ne suis pas forcément pour. Je crois qu'on peut peut-être rénover notre système actuel et éventuellement, je trouve ça plus intelligent, comme la CST, d'avoir un prélèvement à la source sur une assiette élargie. Enfin, Maïna Sage, c'est ma dernière question. Le statu quo sur la construction de nouvelles centrales hydroélectriques tel que décrété par Jackie Briand, vous approuvez? T'aimes bien Jackie Briand, toi, Stéphane? Je n'ai rien contre. Non, vous savez mon opinion là-dessus. Je suis en faveur bien sûr des centrales hydroélectriques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est l'énergie propre, la moins chère. Voilà. Et certainement une des plus propres. Et peut-être surtout aussi la plus facile à développer en Polynésie. Vous savez, il y a suite au Grenelle de l'environnement en 2007, il y a eu des objectifs de fixer, dont celui des 50% d'énergie renouvelable en matière d'électricité. À partir de là, il y a eu une étude qui a été réalisée, même 2 études, une en 2009, il me semble, et une cette année, en 2012. Les 2 études viennent confirmer que si nous souhaitons atteindre 50% de production d'électricité propre en 2020, il était impensable de le faire sans l'hydro.
parce que c'est notre première ressource d'énergie propre en matière d'électricité. Donc il faut être logique. Alors je comprends qu'on a eu un ministre un peu échaudé, ça c'est sûr, hein. Moi j'en fais partie aussi de ce qui a pu se faire par le passé. Avec Maraban, oui. Mais enfin ça fait des années maintenant, il faut arrêter avec ça. C'est à nous de renforcer les contrôles, de faire en sorte que ça se passe bien, peut-être plus proprement dans la mise en place de ces centrales hydro, tout en protégeant les vallées, en faisant en sorte aussi qu'il y ait un développement solidaire par rapport aux familles qui peuvent être lésées en vivant dans ces vallées. Voilà, c'est cet ensemble-là, on peut faire progresser ces projets de manière à ce que ce soit des projets de développement durable de A à Z. Donc oui, aux centrales hydro, je pense que celle de Papéïcha doit se mettre en place, bien sûr. Merci Maïna Sage donc pour cet entretien et Faïtoto donc pour votre campagne pour les territoriales. Merci.